Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 erreurs que je constate très fréquemment chez mes élèves et chez quasiment tous les débutants en digital painting, histoire de te faire gagner du temps, de t'éviter toi de faire ces erreurs et bien sûr d'accélérer ton apprentissage. On va parler un petit peu de composition, de lumière, de couleur et de saturation, de matériaux et de textures et de références. Bienvenue sur cette vidéo, comme toujours c'est ce bon vieux Spartan et ce bon vieux Leonardus pour digitalpainting.school. On va discuter, comme tu l'as compris, de 5 erreurs que je vois très fréquemment en digital painting. Alors je vais être sincère avec toi, j'ai de quoi faire à peu près 4 ou 5 vidéos de ce type là, tellement certaines erreurs reviennent tout le temps. Donc si jamais cette vidéo t'a plu, déjà pense à commenter la vidéo, mettre un pouce bleu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout fais-moi savoir en commentaire si tu as trouvé cette vidéo intéressante et si tu en aimerais d'autres avec plus d'erreurs de ce type et comment les éviter. Déjà pour te rassurer et te décomplexer, ce sont des erreurs que tout le monde fait, vraiment absolument tout le monde, et certaines de ces choses-là ne sont pas forcément faciles à corriger. On va par exemple parler du bon choix de couleur, ou alors du placement des ombres et de sources de lumière. Donc même si tout le monde fait ces erreurs, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut en avoir honte, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont faciles à corriger. Bien souvent, elles vont te demander beaucoup de pratique, d'entraînement, voire des cours et des exercices pour réussir à t'améliorer sur ces points-là, mais au moins comme ça, tu en as déjà conscience, et je pense que en ayant connaissance de ces problèmes, tu vas pouvoir plus rapidement les reconnaître dans tes propres digital painting et ainsi pouvoir les améliorer. Alors passons à la toute première erreur que je vois très fréquemment. Tu as de la chance parce que celle-ci, on peut vraiment l'éviter très facilement. Donc là, pour reproduire cette erreur, j'ai réalisé ce petit digital painting que tu as sous les yeux. On a donc un archer sur sa monture avec cette espèce de petite créature volante là qui est en train de l'attaquer ou de fuir, on sait pas trop. Et donc il est en train de lui décocher une flèche en le visant. Est-ce que tu sauras me dire quelle est la plus grosse erreur ici ? Eh bien ici, l'erreur de composition qui était relativement facile à éviter, c'était de ne pas couper le personnage et sa monture. Même si l'action se situe au niveau du centre de l'écran, voire carrément sur la droite, ce n'est pas pour autant qu'il faut couper les personnages importants ou en tout cas les éléments importants de focale. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec l'outil recadrage, je vais évidemment laisser un peu plus respirer la scène. Donc là, ce simple petit changement, tu peux voir avant, après. Ça peut paraître évident maintenant que je te le dis, mais je t'assure que je le vois tout le temps. C'est peut-être pas toujours aussi visible, mais très souvent, je vois des pieds qui sont coupés, je vois des personnages qui sont trop placés dans les coins de l'image, donc ça, c'est à éviter. Ne coupe pas les personnages ou une portion de leur corps, à part si vraiment ce sont des personnages très secondaires et qu'ils sont en train de sortir du champ. Par exemple, si on avait un ennemi en train de fuir au premier plan, là, ça fonctionnerait. Mais pas dans ce type de composition. Voilà, je reviens sur le cadrage original, on va passer maintenant à la deuxième erreur. Voici quelle est la deuxième erreur que je vois très fréquemment, donc celle-là, absolument tout le monde l'a fait, même des fois des artistes de niveau déjà un petit peu intermédiaire, et c'est normal, c'est parce que cette erreur fait appel à de nombreux fondamentaux en art qu'il faut vraiment bien maîtriser, le dessin, la lumière, etc. Et ce qu'on peut constater entre avant et maintenant, donc là j'ai essayé de reproduire maladroitement cette erreur, c'est qu'en fait, on a un personnage et sa monture qui sont maintenant très plats. Ils sont vraiment très plats parce qu'on n'a pas vraiment d'informations de sources de lumière qui sont très claires. C'est-à-dire qu'à partir de là, finalement, est-ce qu'on arrive vraiment bien à deviner d'où vient la lumière? Est-ce que le soleil est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est au-dessus? Est-ce qu'il est derrière la colline en contre-jour? On ne sait pas trop puisque finalement, il n'y a pas beaucoup d'ombre sur le cheval, tout comme sur le personnage. D'ailleurs, c'est souvent un problème qui va de pair avec les lignes de contour. Donc souvent, lorsqu'on vient du dessin traditionnel, on a pour habitude de dessiner à partir de lignes. Donc on va faire des lignes de contour, comme je suis en train de le faire là, voilà, autour du cheval, autour du personnage. Donc on va avoir ces lines très présentes. Et c'est vrai qu'on s'habitue à délimiter les plans, les objets entre eux, voire même des fois les ombres et les lumières, à partir de ces lines. C'est vraiment comme ça qu'on nous apprend généralement à dessiner. On ne dessine pas en sculptant avec la lumière et les ombres, on dessine avec des contours. Et je pense que c'est une des principales causes de ce type d'erreur. Ça donne quelque chose de très plat. Alors certains vont ajouter un peu naïvement de l'ombre pour essayer de rajouter un peu de volume, et souvent ce qu'on va obtenir c'est quelque chose comme ça. Donc là tu vois que c'est déjà un peu mieux, on a un petit peu plus de différence entre l'ombre et la lumière, mais ce qui est fait très souvent, en tout cas ce que moi j'ai constaté, c'est qu'on va juste mettre un peu plus de lumière sur le dessus. Voilà, on se dit, bon bah par défaut, sans vraiment y réfléchir en fait, on fait ça un petit peu par défaut dans tous ces digital painting, on fait le dessus des objets plus clair et on fait le bas un peu plus foncé. Voilà, on se dit que la lumière généralement elle vient d'en haut, et donc voilà, on fait ce dégradé très plat. Et pareil pour le personnage, si je fais avant, après,
Tu vois que là, il y a un petit effort qui a été fait, puisqu'on a ici un dégradé d'ombre qui a été rajouté. Mais pareil, c'est relativement naïf et surtout, c'est très timide. Donc tu vois qu'on a vraiment une différence entre l'ombre et la lumière qui est pas très élevée. Donc ça, c'est ultra classique, je le vois et je le corrige tout le temps. Voilà, et c'est pareil si on regarde ce casque ici. Donc tu vois que avant, après, ben, on a rajouté un petit dégradé plus clair en haut. Voilà, comparé à avant, maintenant. Voilà, tu vois qu'on a ce petit dégradé, on fait un peu plus de clair en haut. Mais c'est pas super réaliste. Je te remontre maintenant la version que moi j'ai peinte, à partir d'une référence, bien sûr. Ça ressemble à ça. Tu vois qu'on a quand même beaucoup plus d'ombre, on a beaucoup plus d'informations qui vont donner du relief et du volume aux objets. Donc si je reprends par exemple ce casque, puisqu'on était en train de parler du casque, je vais réactiver la version précédente, et tu vois à quel point finalement l'ajout de lumière était naïve. On avait juste un dégradé plus clair en haut, et un petit peu plus foncé en bas. Alors que là, on a fait un reflet ici, c'est ce qu'on appelle une highlight spéculaire, qui renvoie directement à la position du soleil, donc tu vois que c'est pas le point le plus éclairé est en haut, et ensuite graduellement on va vers l'ombre, ça va dépendre de la position du soleil. Ici on est sur un cas un petit peu particulier, puisqu'on est sur un matériau qui est en métal, c'est donc quelque chose de réfléchissant, et donc c'est encore plus complexe. Là, on ne peut pas juste faire un petit dégradé du haut vers le bas, il faut vraiment prendre en considération l'origine précise de la source de lumière. Donc finalement, je te pointe du doigt le problème, mais quelle est réellement la solution? La solution, c'est donc de réfléchir à sa source de lumière. Il ne faut plus peindre par défaut ces ombres et ces lumières comme si le soleil était tout le temps quelque part là-haut. Il ne faut pas non plus y aller simplement de manière très plate en faisant un simple dégradé linéaire. Il ne faut pas non plus ne pas oser y aller, faire des ombres qui sont très claires, à peine perceptibles. Au contraire, il faut oser y aller. Bim! Qu'est-ce que je viens de rajouter en vert? Eh ben, ce sont les formes d'ombre. Alors évidemment, je les ai dessinées très rapidement, mais tu peux constater, lorsque je l'affiche ou que je le masque, que ça colle à peu près à toutes les zones de l'image où on a des ombres. Alors ça peut être des ombres propres sur les objets, ou ça peut être des ombres portées. En tout cas, ce sont des zones on a vraiment des ombres plus foncées qui vont permettre de sculpter les objets et les personnages. Et sans avoir ces formes d'ombre, eh ben on obtient des résultats qui sont très plats. D'ailleurs, pour te le prouver, je vais volontairement repartir de cette version et je vais maintenant afficher ces formes-là. Je vais les désaturer, voilà, histoire que ce soit pas en vert, on va les mettre en noir. Et je vais baisser l'opacité à 50%. À la limite, ce que je vais faire, c'est rajouter juste un petit flou. Voilà, un petit flou gaussien, histoire que ce soit pas trop net. Et voilà. Et là, je vais même monter ça, tu vois, à 60%. Et tu vois que en reprenant juste ces formes simplifiées que je t'ai montrées juste ici, où je suis juste repassé sur les zones d'ombre que j'ai identifiées, et en passant ça au noir avec une plus faible opacité, j'ai immédiatement un gain de volume et de réalisme qui est assez incroyable. Et là, vraiment, tu l'as vu, je me suis pas amusé à faire du blending, à faire du rendering, j'ai même pas travaillé les matériaux. Là, j'ai simplement appliqué ces fameuses formes. Donc ça, c'est vraiment la meilleure solution. La deuxième solution, et là on va se repencher sur ce qu'on avait sur le casque, c'est ensuite tous ces indices qui vont être donnés par les matériaux qui sont plus réfléchissants. Donc les reflets, les highlights, toutes ces petites choses-là vont ajouter beaucoup de réalisme. Et bien sûr, ce sera directement lié à la position de la source de lumière. Voilà donc pour la deuxième erreur fréquente. Je le redis, celle-ci elle est vraiment très difficile à corriger puisque finalement elle demande de maîtriser le dessin, les volumes, la lumière, les matériaux, donc c'est pas le plus facile, mais en tout cas, au moins maintenant tu l'as en tête, essaye d'être attentif à cette erreur dans tes digital painting. Si jamais tu as du mal et que tu veux progresser sur ces points-là, je ne peux que te renvoyer vers mes cours du programme indispensable pour justement apprendre petit à petit tout ce qu'il te faut pour corriger ça et avoir des rendus qui sont justement beaucoup plus réalistes. La troisième erreur est un grand classique, c'est le choix des couleurs et notamment d'avoir des couleurs qui sont sursaturées. Donc là, je vais te montrer une version que j'ai volontairement trafiquée de ce digital painting. Donc là, je pense que tu seras d'accord avec moi que les couleurs sont quand même plutôt criardes. Bon, évidemment, Leonardus, j'ai un petit peu exagéré l'effet, histoire que ce soit bien visible dans cette vidéo, que tout le monde voit bien de quoi je parle. Parce que je sais que certains ne seraient pas forcément choqués si je montrais une version qui était un peu plus subtile. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si on fait avant-après, tu peux voir que toutes mes couleurs sont vraiment sursaturées. Alors qu'est-ce que c'est que la saturation? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la saturation, c'est lorsque tout à gauche, on a du gris, et plus on va aller vers la droite, plus on va ajouter de saturation à la couleur. Autrement dit, on va ajouter de l'intensité de couleur, on va rajouter du pigment à la couleur si tu préfères. Donc là, si je prends une couleur qui est tout à droite, on va avoir ces couleurs très saturées. Hop. Si je vais progressivement vers la gauche, voilà, tu vois que mon rouge est de plus en plus vers le gris. Voilà, et à la fin, j'ai du gris complet. Bref, ça c'était le micro-cours sur les couleurs, juste pour au moins que tu comprennes la définition de ce que j'appelle la saturation.
Donc c'est quand toutes tes couleurs sont trop vives, trop colorées. On va avoir les buissons derrière qui sont trop verts, hein, tu vois, une espèce de vert très très flash. On va avoir ensuite le doré qui est devenu jaune super saturé, voire du orange à certains endroits. Ensuite, très souvent, ça va être accompagné de couleurs qui ne sont pas en harmonie les unes avec les autres. Là, par exemple, on va avoir du orange, tu vois, sur sa côte de maille, avec du bleu sur sa chaussure, avec une partie un peu plus violette, du jaune orangé pour le casque. Et le problème, c'est que toutes ces couleurs, donc le bleu, le orange, le violet qui est ici, la couleur du casque, tout est à un niveau de saturation très élevé. Ça veut dire que si tu prends n'importe laquelle de ces couleurs, tu vois qu'ici sur mon sélecteur de couleurs, on est toujours très à droite. Donc quelle est la solution pour éviter ça? Lorsque tu choisis tes couleurs sur ton image, vérifie, voilà, avec la pipette, que tes couleurs ne sont pas complètement à droite à chaque fois. Si tu es dans les 20% à droite systématiquement, il y a de fortes chances que ton image soit vraiment sursaturée. Là, tu vois, je peux prendre quasiment n'importe quelle couleur dans mon image, on est quasiment toujours trop à droite. Alors ce conseil ne va pas forcément s'appliquer à des images qui sont très cartoon ou très stylisées, puisque généralement on va avoir des résultats très colorés, très saturés, mais dès qu'on va sur quelque chose d'un peu plus réaliste, c'est vraiment une valeur sûre d'éviter cette sursaturation. Deuxième solution que je te donne, puisque la première finalement c'était plus une solution de contrôler tes couleurs, le mieux est encore d'éviter dès le début d'appliquer des couleurs trop saturées. Donc pour ça, je te conseille, un petit peu comme je l'ai fait ici, de commencer avec des couleurs qui sont beaucoup plus douces, voire des choses qui sont quelquefois beaucoup plus proches du gris, hein, qui vont être plutôt, tu vois, dans les 30 premiers pourcents sur la gauche dans le sélecteur de couleurs, dans ces zones-là, plutôt que de commencer tout de suite avec des couleurs super saturées. Généralement, on va commencer avec des couleurs moins saturées, et petit à petit, on va en rajouter par la suite. Donc là, tu vois, sur mon personnage, histoire de finir un petit peu ce conseil, on va faire les manches ici. Voilà, je vais faire ça sur un calque en incrustation. Hop. J'aurais très bien pu faire des manches qui vont être très saturées. Voilà, ça aurait pu marcher, parce que j'ai un seul élément dans mon image qui est très coloré, très saturé. Mais à partir du moment où je commence à rajouter d'autres éléments avec d'autres couleurs qui ne vont pas bien se mélanger ensemble et qui elles aussi vont être très saturées, là ça va commencer, comme tu le vois tout de suite d'ailleurs, hein, ça va commencer à piquer les yeux. Voilà, pareil si je commence à sursaturer le fond, en fait le problème c'est qu'au bout d'un moment, on va avoir cette espèce de saturation visuelle, on ne sait plus où regarder et puis on perd l'harmonie des couleurs. Donc, les couleurs très saturées, essaye de les appliquer sur un ou deux éléments, en tout cas essaye d'y aller avec parcimonie. Là encore, je te renvoie vers mes cours, le choix des couleurs c'est quelque chose de très difficile, ça demande vraiment du temps avant d'être à l'aise avec. Ensuite, quatrième erreur assez classique. Hop, je t'affiche ici mes petits coquelicots sur le bas de ce digital painting. Et je me suis prêté au jeu de réaliser justement ce coquelicot sans aucune référence. Alors qu'est-ce que c'est une référence? Ça va être un document, généralement une photographie, quelquefois ça va être une peinture de maître, qui va te servir de référence visuelle pour reproduire, ou en tout cas pour t'aider à dessiner et à peindre ce que tu essayes de faire. Donc là par exemple, j'ai donc dessiné ce coquelicot sans avoir aucune aide. Je suis simplement parti de ma mémoire, donc je l'ai fait un petit peu comme je le sentais, et tu peux voir le résultat ici. Donc c'est pas forcément immonde, mais on voit quand même que c'est pas au même niveau de réalisme que le reste de l'image. Juste après avoir fait ça, je suis allé chercher une référence de coquelicot. Donc j'ai cherché juste une photo, je l'ai placée à côté, et j'ai ensuite repeint le coquelicot. Voilà le résultat de celui que j'ai peint après, à partir d'une photo. Si tu te demandes, la photo utilisée est ici. Voilà, c'est cette petite référence que j'ai trouvée sur Google Images. Donc je l'ai placée voilà, sur le côté, et j'ai repeint à partir de ça. Je pense que tu pourras juger tout seul comme un grand de la différence de rendu entre celle de gauche et celle de droite. On dirait littéralement que ce sont deux personnes différentes qui l'ont créé, et pourtant, c'est bien moi qui ai réalisé les deux. Ouais, Leonardus, tu soulèves un très bon point. C'est possible que parmi les gens qui vont regarder cette vidéo, notamment chez les néophytes ou chez ceux qui ne le pratiquent pas du tout, il y ait des gens qui se disent « Ouais, mais c'est de la triche puisque c'est pas ton vrai niveau en dessin, en quelque sorte. » Seulement, en fait, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas du tout de la triche. C'est justement un outil. Utiliser des références, c'est un outil qui nous permet de mieux peindre et de mieux dessiner. Tous les artistes, mais je dis vraiment tous les artistes de haut niveau, utilisent des références. D'ailleurs, tu peux aller voir toutes mes interviews. Il n'y a pas un artiste qui dise que les références c'est nul, que ça sert à rien, que c'est de la triche. Au contraire, tout le monde va les défendre. Certains artistes vont s'en servir plus que d'autres. Après, ça dépend du style, ça dépend aussi du niveau de pratique, ça dépend des sujets. Mais je ne connais personne qui dessine quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de dessiner et de peindre sans chercher des références pour s'aider à comprendre avant de le faire. Voilà donc, je peux enlever mon petit coquelicot, remettre celui-ci que j'ai fait
avant, et tu vois que ça colle déjà beaucoup plus avec le reste de l'image. Donc pour conclure, je le répète, utilise toujours des références, à part si vraiment tu maîtrises à 200% le sujet parce que tu l'as déjà dessiné 150 fois avant. Allez, on passe à la 5e erreur classique, celle-ci c'est de représenter tous les matériaux de la même manière. C'est-à-dire qu'on va peindre de la végétation de la même manière qu'on va peindre du tissu qui aura le même rendu que du métal, etc. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les débutants et je vais donc te montrer comment corriger ça au travers de cet exemple. Donc ça c'est un digital painting qui n'est pas terminé, mais qui a été commencé par Yado, qui est un élève de mes cours sur digitalpainting.school. Donc là il est peut-être à peu près à la moitié de son digital painting et on va donc voir tout de suite comment est-ce qu'on va corriger ce problème de rendu. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a vraiment ici le métal. On va analyser un petit peu ce qui se passe. C'est que le métal qui est sur cette espèce de robot animal géant, en tout cas, moi je comprends que c'est du métal au travers de la couleur qui a été choisie, qui est plus une espèce de bleu-gris. On voit qu'on a des espèces de marques qui font comprendre que ça a l'air d'être lié à de la technologie. Bref, moi je vais partir du principe en tout cas que c'est du métal, c'est ce que j'ai compris. Et si on regarde la manière dont ont été peintes les ombres, les lumières, le choix des couleurs, grosso modo, c'est peint exactement de la même manière, par exemple, que les montagnes qui sont derrière. Donc si on regarde en niveau de gris, par exemple, on a à peu près le même traitement, on a les mêmes textures, on a le même dégradé, c'est juste un peu plus foncé dans les ombres ici, parce qu'on est plus vers le premier plan. Donc ça c'est très bien, Yado a respecté la perspective atmosphérique. Et même si on compare ici au terrain, par exemple, on a de la lumière ici, on a de l'ombre, tout se comporte un peu pareil. Et pourtant, le métal, si on part du principe que c'est bien du métal, a un comportement qui est très différent des autres matériaux, qui est beaucoup plus réfléchissant et qu'on va donc devoir traiter différemment. Et d'ailleurs, juste avant de commencer à corriger le métal, on va faire une petite correction en rapport direct avec une des erreurs précédentes, c'est la sursaturation. Et oui, je trouve personnellement que, alors c'est pas super exagéré, mais qu'on a un peu de sursaturation dans le ciel, donc je vais mettre mon calque en mode couleur, et on va corriger ça, tu vois, ça permet, tant qu'à faire, de te remontrer un exemple concret, quand je te dis que ça arrive très souvent, où là, pour moi, le ciel est un peu trop saturé. Alors, je garderai, par exemple, comme zone la plus saturée, ici. Tu vois, la zone vraiment vers le jaune-orangé. Si tu regardes un ciel crépusculaire, c'est généralement ici qu'on aura vraiment des couleurs très fortes, très saturées. Et au contraire, plus on s'en éloigne, tu vois, plus je vais essayer de désaturer un petit peu ça. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais aussi rajouter au contraire un peu plus de saturation sur les ombres sur le deuxième plan. Voilà, puisqu'on a justement une lumière ambiante qui est très rouge-orangée. Sur notre créature ici, on devrait aussi avoir des couleurs plus chaudes. Donc ça, c'est pareil, ça reprend un petit peu tout ce que j'explique dans mes cours, de manière bien sûr simplifiée, mais ça devrait déjà fonctionner un petit peu mieux. Donc tu vois déjà la différence, avant-après. Donc tu vois qu'on a quelque chose d'un peu plus harmonieux, un petit peu moins agressif. Voilà, donc avant-après, je pense que ça se voit vraiment bien, et surtout, comme je l'ai dit, sur la partie là-haut. Si on se concentre vraiment sur cette zone, tu vois que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable à regarder. Ok, allez, on va dire que la petite correction de saturation est faite, bien sûr on pourrait encore améliorer ça. On va maintenant se pencher au problème qui nous intéresse le plus. Voilà, bien sûr je n'ai pas pu résister à l'envie de repasser un petit coup sur les nuages. Allez, nouveau calque, on va donc travailler ça comme du métal, tu vas voir où va se situer la différence. La première chose, c'est qu'on va commencer par retravailler les valeurs. Donc là, par exemple, on va avoir une lumière directe qui va venir ici, depuis le soleil. En tout cas, on va dire qu'elle passe vraiment par-dessus les montagnes. Le soleil a l'air de se trouver, d'après les ombres portées, à peu près là-bas. Donc on prend ça en compte. On prend en compte la direction du soleil qui va être quelque chose comme ça. Donc là, j'hésite pas, tu vois, à faire à prendre une couleur qui est beaucoup plus claire que celle que Yado a choisie. On va faire tout ça dans la lumière. Voilà, on va le mettre jusqu'ici, et on va prendre une couleur voilà, qui va être peut-être un peu plus saturée du coup, voilà, un peu plus colorée, et on va venir réduire ça petit à petit. Voilà, et je pense même que on va pouvoir venir dans tout le bas de l'image, rendre tout ça un peu plus sombre. D'ailleurs, il faudrait le faire aussi sur la tête, je sais pas si je vais le faire aussi là-haut, parce que ça demanderait vraiment beaucoup de travail. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc on va juste le faire ici à la limite. Voilà, donc là, les highlights spéculaires, comme ça s'appelle, on va les faire vraiment très lumineux. Et là, on va prendre les couleurs du ciel. Donc là, je prends directement à la pipette les couleurs du ciel, même si je me dis qu'il est en métal, couleur métallique, donc plutôt gris, peut-être un petit peu gris-bleu. Eh ben non, je vais carrément prendre les couleurs du ciel, puisque là, on est sur quelque chose qui est ultra réfléchissant.
De l'autre côté, je vais faire pareil, donc là on va avoir le ciel qui va se réfléchir dessus, et donc ça va venir réfléchir complètement les couleurs du ciel. Et au contraire, là où on a la lumière qui ne passe pas, je vais faire volontairement une couleur, voilà, une couleur d'ombre très marquée. Et enfin, je vais travailler un petit peu la transition entre les deux, ici, donc entre la couleur très très claire et la couleur, on va dire, médium, intermédiaire, entre l'ombre et la lumière. Donc là, on va venir faire un petit dégradé. Bon, je fais ça assez rapidement, bien sûr, hein. Le but est surtout que tu vois rapidement comment avoir des différences de rendu entre les différents matériaux. Donc là aussi, tu vois que sur le bas de l'objet, on va faire toutes les petites lumières qui rebondissent, ça va venir apporter ces couleurs. Et pour terminer, je vais prendre un autre brush, je sais pas trop lequel, on va prendre celui-là pour changer un petit peu. Tac, et je vais peindre encore quelques reflets ici. Donc là, on va dire qu'on va avoir, si tu regardes le métal, hein, c'est rarement un dégradé parfait, parfaitement linéaire. Surtout en extérieur, comme ça, on va avoir en fait plein de petits reflets, des changements de forme dans le métal. Donc là, par exemple, on va avoir un peu plus de ça qui va se refléter. Donc là, je fais volontairement des traits qui sont très moches, hein, je te rassure, j'ai pas fini. Je vais ensuite changer leur opacité et rajouter un petit peu de flou, un peu de blending. Ok, et ensuite, on va blender tout ça. Je réduis un petit peu l'opacité ensuite. Voilà, là on va refaire encore des formes plus sombres ici, hein. Peut-être qu'on a des arbres qui sont sur la droite et qui vont se refléter ici dans le métal. Et enfin, dernière chose que je vais faire, je vais venir ajouter quelques petits détails de surface. Donc ça va être par exemple des petites rayures, des défauts. J'ai d'ailleurs un brush qui sert à ça, qui est pas mal. D'ailleurs, je rappelle que tu peux télécharger mon pack de brush gratuitement hein, depuis digitalpainting.school/ressources. Je te mettrai le lien sous la vidéo, c'est gratuit, il faut juste être inscrit. C'était celui-ci que je cherchais, Scratches. Donc celui-là, tu vois, il est pas mal du tout pour ajouter des petits détails de surface dans le métal. Donc là, on peut dire que cette créature, peut-être qu'elle vit là dans la nature depuis longtemps. Peut-être qu'elle a fait, voilà, elle a connu des intempéries, peut-être qu'elle a eu des combats, peu importe. En tout cas, son apparence a pris un petit coup. Voilà, elle va avoir un petit peu de saleté dessus, des rayures. Donc tout ça, on va le rajouter et c'est ça qui va rajouter le petit truc de fin, on va dire, qui manquait pour faire comprendre que c'est du métal. Bien sûr, si maintenant je devais vraiment faire une illustration finie ou un concept de cette créature, je passerais beaucoup plus de temps sur le rendu du métal. Là, c'est surtout pour te montrer un peu rapidement comment obtenir un rendu différemment, comment réfléchir différemment à cette texture, sans que cette vidéo dure une demi-heure ou une heure juste à cause de cette étape. Bon allez, je m'arrête ici, c'est pas parfait, mais en tout cas ça suffit je pense pour la petite démo. Évidemment sur un tel élément d'une telle taille, il faudrait vraiment prendre le temps de bien la soigner, de vraiment travailler les reflets, le blending, etc. Mais je pense que ça suffira pour ce petit cours. Évidemment, il y a des choses que je n'ai pas corrigées non plus, notamment la forme qui pourrait être améliorée, hein, cette forme qui s'affine vers le haut, elle n'est pas parfaite, et surtout la perspective des ellipses, ici. Donc ça, c'était un véritable problème qu'il aurait fallu corriger. Donc je ne vais pas m'amuser à corriger ces ellipses. Je n'ai pas non plus fait la transformation de ce matériau de métal sur la tête. Je l'ai fait, on va dire, à moitié. Je me suis surtout attardé, comme tu l'as vu, sur cette espèce de long cou. Donc là, je vais quand même te montrer le avant-après, juste pour que tu vois la différence de rendu. Voilà, donc ça, c'était avant. Où tu vois que tout a une apparence beaucoup plus naïve, hein, que ce soit les couleurs super saturées, les différences de couleurs aussi entre elles, la lumière, ou alors le traitement des matériaux justement. Et maintenant, le résultat ici, même si ce n'est que du rapide. Bref, j'espère en tout cas que c'était assez parlant, même si je suis pas allé jusqu'au bout de la correction. Et cela termine donc notre vidéo sur les 5 erreurs fréquentes. Je précise bien sûr que ce n'est pas juste avec cette vidéo de quelques minutes que tu vas pouvoir maîtriser les problèmes dont je te parle. C'est beaucoup plus long que ça, donc si vraiment tu es très motivé et que tu veux accélérer ton apprentissage, je te renvoie vers mes cours sur digitalpainting.school, tu as le lien sous la vidéo.
Merci cher passionné d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ces 5 conseils t'ont plu. Encore une fois, si jamais tu as envie d'en avoir d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir. J'ai encore plein d'idées et plein d'erreurs que je vois souvent, ou alors des conseils que je pourrais te donner pour justement améliorer tes digital painting. J'ai de quoi faire, comme je l'ai dit, facilement 4 à 5 vidéos, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, au passage, un petit pouce bleu aiderait aussi énormément cette vidéo à ressortir. Qu'as-tu pensé de cette vidéo? Est-ce que ce sont des erreurs que tu fais régulièrement? Est-ce que tu as d'autres conseils, toi, à donner? Peut-être des choses que tu faisais avant et que maintenant tu as appris à corriger. Je suis assez curieux de voir ce que les membres et les abonnés vont pouvoir donner en réponse en commentaire pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort le plus entre la composition, la lumière, les couleurs ou peut-être plein d'autres problèmes. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt l'artiste. Ciao! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre, de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.